Nous pouvons nous mettre. Je vous souhaite bienvenue à cette quatrième table ronde. Avant de passer aux remarques de clôture. Et au cours de cette table ronde, nous voulons discuter de la convergence en matière de statut des professionnels, si elle peut être atteinte dans l'Union européenne. Et je souhaite la bienvenue à Emmanuel, Jean et Heinz, avec qui nous allons converser. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous allons tous les trois faire quelques remarques d'introduction et ensuite nous allons parler tous ensemble des points les plus importants. Il y a plusieurs points à aborder, de nombreux. Le statut des professionnels et quelque chose d'essentiel évidemment, la manière dont nous travaillons. Il y a des choses importantes et des choses qui le sont moins. Nous allons donc nous concentrer sur l'essentiel pour des raisons de temps. Et Emmanuel, je passe la parole en premier. Emmanuel est doctorante et va nous donner un point de vue de l'université. Heinz était également à l'université de Cologne. Il était ancien juge au tribunal de Cologne, l'un des plus célèbres. Et Jean Baron est un praticien, comme moi. Merci Axel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie... Merci Robert. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour cette journée d'amitié franco-allemande. Et je remercie le Conseil national et le VID pour leur invitation et ce beau programme dédié à la future directive sur l'insolvabilité. Alors nous avons vu aujourd'hui que la directive européenne du 20 juin 2019 sur la restructuration et l'insolvabilité a marqué un tournant dans la construction du droit de l'insolvabilité à l'échelle de l'Union européenne. En effet, la directive est le premier texte à harmoniser le droit de la prévention, également le rebond du débiteur. Il impose également des mesures qui rendent les procédures d'insolvabilité efficaces. Alors certes, il s'agit de normes minimales communes, mais c'est un début. Le 11 novembre 2020, la Commission a souhaité poursuivre son œuvre vers l'harmonisation des droits substantiels des États membres, et notre conférence a été également l'occasion de confronter les regards des professionnels allemands et français afin d'appréhender les objectifs des droits de ces États pour construire un droit de l'insolvabilité donc inspiré par des objectifs communs, et d'explorer également les voies de la convergence dans ce domaine. Alors, dès lors que les droits substantiels de l'insolvabilité s'harmonisent à l'échelle de l'Union européenne, eh bien, les professionnels, la réglementation, le statut des professionnels chargés de l'appliquer doit également être harmonisé. En d'autres termes, après avoir exploré les voies de la convergence de la médecine de l'entreprise, pour reprendre l'expression de monsieur le professeur Dupichot, eh bien, nous allons nous intéresser maintenant aux médecins. L'étude qui avait été menée par Insol Europe en mai 2010 sur l'harmonisation du droit de l'insolvabilité, d'ailleurs, ne s'était pas trompée, parce qu'au sujet des professionnels de l'insolvabilité, l'étude indique que l'harmonisation du statut des représentants de l'insolvabilité n'est pas nécessaire tant que l'harmonisation du droit de l'insolvabilité et du droit des sociétés n'a pas été atteinte. Nous y sommes.
Alors avant de s'interroger sur quels pourraient être les contours de ce futur statut harmonisé, voyons auparavant quelles sont déjà les avancées du droit européen de l'insolvabilité sur ce point. Alors le premier texte à avoir finalement abordé cette harmonisation du statut des professionnels de l'insolvabilité, c'est évidemment le règlement 1346-2000 du 29 mai 2000, qui a été suivi par le règlement du 20 mai 2015. Alors, c'est surtout le règlement du 20 mai 2015 qui a prévu une terminologie commune à tous les professionnels. Ah oui, pardonnez-moi, mon débit est trop rapide. Donc, les praticiens de l'insolvabilité sont nés à l'occasion de ce deuxième règlement. Ils sont définis par leurs fonctions. Et nous avons une annexe B qui liste ces professionnels, États membres par État membre. On voit une volonté de l'Union européenne d'identifier ces professionnels. C'est un premier pas. Et également, nous avons un considérant 21 au sein de ce règlement qui prévoit que les praticiens de l'insolvabilité qui sont désignés sans l'intervention d'une instance judiciaire devraient, en vertu du droit national, plus lentement, d'accord, merci, faire l'objet d'une réglementation appropriée et être dûment autorisés à agir dans le cadre des procédures d'insolvabilité. Et ce considérant 21 ajoute que ce cadre réglementaire national devrait comporter des dispositions appropriées. Elle a des problèmes. Pardonnez-moi. Oui, je suis désolée. Donc le considérant ajoute que le cadre réglementaire national devrait comporter des dispositions appropriées pour traiter d'éventuels conflits d'intérêts. Ce considérant contient dès lors une invitation à réglementer les praticiens de l'insolvabilité, certes non désignés par le tribunal, et cela illustre cette volonté extrêmement importante. Alors, au-delà de ces éléments, le règlement renforce considérablement les pouvoirs du praticien de l'insolvabilité, puisqu'il lui permet finalement de faire reconnaître ses pouvoirs sur tous les États membres. De même, les praticiens ont également une obligation de coopération et de communication entre eux et avec les juridictions. Et ces pouvoirs, ces obligations qui sont extrêmement importants rendent également nécessaire l'harmonisation des statuts européens de ces professionnels. Ensuite est venue la directive du 20 juin 2019. Alors, comme je vous le disais, la directive européenne vise à réduire également la durée des procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dette, puisque la Commission européenne avait identifié la durée excessive des procédures comme étant une source d'insécurité juridique qui crée des obstacles à la récupération de valeur par les créanciers et empêche la restructuration efficace des entreprises viables dans l'Union, notamment dans les cas des groupes transfrontaliers. Et parmi les aspects qui influent sur la durée, sur l'efficacité, sur les coûts de la procédure, a été identifiée donc la formation des praticiens de l'insolvabilité, leur désignation, la surveillance et la rémunération. Et les praticiens français sont très contents parce qu'ils reconnaissent bien évidemment leur statut de mandataire de justice. Alors ce n'est pas un hasard que la Commission européenne se soit inspirée des praticiens français, parce que leur modèle a énormément influencé d'autres États, et notamment les pays d'Europe centrale et orientale, après la parenthèse communiste. Leur désir en fait d'adhérer à l'Union européenne les a contraints à mettre leurs droits en conformité avec les normes européennes, basées de surcroît sur une économie de marché. Dès lors, une convergence dans la réglementation
des professionnels s'est naturellement tourné à travers un constat commun, un statut rigoureux des professionnels mettant en œuvre le droit des difficultés des entreprises favorise la transition vers l'économie de marché. Et c'est alors que des organisations telles que la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, la CNUTSI, la Banque mondiale ou encore la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ont également encouragé ce mouvement par la diffusion de recommandations en ce sens dans les années 2000. Alors la directive impose que le professionnalisme de tous les acteurs concernés par le droit de l'insolvabilité doit être porté à un niveau élevé, comparable dans toute l'Union. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure les principes autour desquels la Commission européenne a souhaité impulser cette réglementation. Alors, l'article 26 de la directive prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les conditions d'accès ainsi que le processus de désignation, de révocation, de démission des praticiens soient clairs, transparents et également équitables, tout en tenant compte, bien sûr, du besoin d'assurer des procédures efficaces. La désignation doit prendre en compte, elle doit non seulement être transparente, mais elle doit prendre en compte également le type d'affaires donné, l'expérience, l'expertise également. Doivent être également pris en compte les éventuels éléments transfrontaliers et bien évidemment la capacité du professionnel à pouvoir satisfaire aux besoins du règlement 2015-848. Alors, la Commission indique bien que les États n'ont pas à créer une éventuelle profession, n'ont pas à créer une éventuelle autorité pour atteindre les normes qui sont définies. Donc il ne fait pas de doute que le législateur européen souhaite soumettre à une réglementation, même minimale, commune, tous les praticiens et ceux dont le domaine non seulement de la restructuration, mais également de l'insolvabilité et de la remise de dettes. Or, la directive, elle prévoit également que les États membres doivent se doter de cadres de restructuration préventifs. Au vu de la flexibilité qu'offre la directive, alors certains États membres pourraient être tentés de créer une nouvelle profession qui serait dédiée uniquement à la prévention. Ou alors, un autre risque également peut être que le rôle du praticien du praticien dans le cadre des restructurations soit alloué à différentes professions plus ou moins réglementées. L'avenir de ce professionnel de la restructuration et la création d'une réglementation qui l'accompagne peut susciter dès lors des craintes. Bien évidemment, les praticiens jouent un rôle très important, un rôle clé dans les procédures européennes et dans les procédures transfrontalières. Certes, pour que les procédures préventives soient automatiquement reconnues, bien sûr, il faudra d'abord qu'elles soient transposées dans les États membres, mais il faudra ensuite qu'elles soient inscrites à l'annexe A du règlement et les professionnels l'appliquant à l'annexe B du règlement. Et en raison du principe de reconnaissance mutuelle des procédures, la question de praticien peu qualifié dans un autre État membre aura forcément des conséquences dans toute l'Union européenne.
C'est la raison pour laquelle le législateur européen doit aller au-delà de normes minimum communes et proposer une réglementation forte pour les praticiens. On comprend bien qu'il ne faut pas demander la création d'un statut européen commun, mais à tout le moins, certaines règles contraignantes doivent être imposées. Alors, quel contour du futur statut des professionnels de l'insolvabilité? Alors d'ailleurs, comment allons-nous les appeler? Alors, voyons ensemble d'abord quels sont les points de convergence. Alors, le point de convergence serait celui de la formation. En raison de la complexité des procédures, il est vivement souhaitable que le praticien de la solvabilité ait des qualifications adéquates, qu'il connaisse non seulement le droit, mais également la comptabilité, qu'il ait une expérience appropriée des questions commerciales, des questions financières. Alors que nous enseigne le droit comparé à ce sujet? Alors, il faut savoir que le modèle français, strictement réglementé, avec une profession dédiée aux procédures d'insolvabilité, est unique. Au sein des autres États membres, les professionnels sont essentiellement des avocats et des experts comptables. Majoritairement, les praticiens sont des avocats, ce qui pose un problème dans la mesure où les avocats défendent les intérêts de leurs clients. Or, un praticien de l'insolvabilité doit évidemment défendre les intérêts des créanciers, mais également les intérêts de l'entreprise. Les praticiens doivent garantir que les intérêts contradictoires des parties soient pris en compte. On constate également que l'accès à la fonction, aux missions de praticien de l'insolvabilité au sein des États membres peut être soumis à un examen spécifique, une certification, ou une qualification particulière. Et lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'aucun examen est imposé, eh bien, en pratique, cette mission, elle n'est pas moins réservée à des avocats ou des experts comptables ou des économistes qui sont spécialisés et très expérimentés. Donc, les pays de l'Union européenne convergent en faveur d'une grande professionnalisation. Et cette professionnalisation n'a cessé de se confirmer depuis. Et c'est bien compréhensible, notre monde économique est de plus en plus complexe, et dès lors, seuls des professionnels triés sur le volet peuvent accompagner efficacement les entreprises en difficulté pour les sauver ou les liquider. Dès lors, si la création d'une profession ne peut pas être imposée aux États membres, en revanche, il est important qu'un examen d'accès à cette fonction soit imposé. Donc cet examen permettra une autorisation officielle, donc une certification qui permettra mieux de pouvoir identifier ces professionnels. Cela permettra la création de listes et la formation et l'expérience requise pour avoir accès à cet examen devront bien sûr être précisées. Il est intéressant de noter d'ailleurs que l'article 25 de la proposition de la Commission européenne préconisait non seulement une formation initiale, mais également une formation continue. Et cela a disparu en fait de l'article 26, paragraphe 1er de la directive. Or, une formation continue est indispensable. Et là encore, elle doit être imposée également par les textes. Bien sûr, le droit de l'insolvabilité prévoit dans certains États que le praticien est un officier public. Mais peu importe, ces exigences peuvent également s'appliquer à l'organisme public intéressé. Alors, un point intéressant également, c'est que la Commission, dans cette directive, prévoit également qu'il faut faciliter le partage de bonnes pratiques entre États membres en vue d'améliorer la qualité de la formation dans l'ensemble de l'Union, et ce, grâce à l'échange d'expériences et d'outils de développement des compétences.
Ce point est extrêmement important et on pourrait très bien imaginer la mise en place de crédits de formation professionnelle continue. Et cela permettrait en fait à un praticien de suivre sa formation, non seulement dans son état d'origine, mais également dans d'autres états. Et de cette façon, on arriverait à une harmonisation également grâce à la pratique. Deuxième point, la déontologie. Deuxième point de convergence. Je suis désolée d'aller aussi vite. Il est prévu que les praticiens doivent prévenir bien évidemment tout conflit d'intérêts, qu'ils doivent également exercer leurs fonctions avec intégrité. Et il est important, nous dit la directive, que leurs services soient fournis avec efficacité, de façon impartiale et indépendante. Alors, il serait souhaitable que la future directive impose une obligation de déclarer les conflits d'intérêts existants ou potentiels. Et la future directive devrait indiquer clairement la personne à laquelle cette déclaration devrait être faite. Il est également souhaitable que le praticien possède certaines qualités, telles l'intégrité. Et l'intégrité devrait impliquer que le professionnel ait une bonne réputation, qu'il n'ait pas commis d'infraction pénale ni de fraude financière et qu'il n'ait pas été insolvable ou révoqué d'un poste, par exemple. En fait, de tels faits suffiraient généralement à empêcher la désignation d'un professionnel. Troisième point de convergence, l'assurance professionnelle obligatoire. Il ne faut pas qu'elle soit cachée au sein d'un considérant. Il faut que cette assurance soit imposée. Des assurances existent, mais malheureusement, dans certains États, lorsqu'il s'agit d'une assurance d'un avocat, elle ne couvre pas forcément les procédures dans lesquelles ces avocats interviennent. Et malheureusement, il existe encore des États dans lesquels aucune assurance professionnelle n'est prévue. Maintenant, les points de divergence. Alors le premier point de divergence sur lequel une réglementation sera difficile, une réglementation commune, s'agit de la désignation, de la révocation et du remplacement des professionnels. Bien évidemment, il y a deux points à retenir. C'est que cette désignation doit être transparente, mais il faut également laisser une certaine flexibilité en la matière, et ces deux principes sont difficilement conciliables. Alors en ce qui concerne la transparence de la désignation, alors elle est bien évidemment souhaitable, elle doit être imposée, mais malheureusement on doit s'arrêter là, puisque les États n'ont pas la même approche. Certains États laissent au juge le soin de choisir le praticien. Dans d'autres États, le débiteur participe à ce choix. Le créancier peut le faire également, des comités de créanciers, et il est difficile d'imposer un choix. Dès lors, il faut laisser malheureusement pour le moment ce point en suspens. En ce qui concerne le deuxième point de divergence, il s'agit du contrôle et de la discipline. La directive prévoit que des mécanismes de surveillance doivent être mis en place. Les praticiens doivent faire l'objet d'une surveillance. Cela garantira bien évidemment que leurs services soient fournis avec efficacité et compétence, de façon impartiale et indépendante. Ils doivent également avoir l'obligation de rendre des comptes. Et la directive préconise que les États membres veillent à ce que ces informations elles soient accessibles au public. Alors, il faut espérer, bien évidemment, qu'une certification de la profession
et que des règles de déontologie mèneront finalement à la création d'un organe qui supervisera les professionnels, puisque la surveillance et la discipline, bien sûr, impliquent un système solide et efficace. Et il est très important de maintenir la confiance dans l'intégrité et la compétence de la profession. Dernier point de divergence, et pas des moindres, la rémunération. Là encore, la directive préconise que la rémunération des praticiens soit régie par des règles cohérentes. Alors il est important que ces règles soient transparentes, peu importe les méthodes de calcul. Là encore, il est difficile d'arriver à un point de convergence. Mais ce qui serait intéressant pour la Commission européenne, c'est également de se saisir de la question du traitement des dossiers impécunieux, qui n'est absolument pas pris en compte dans tous les États membres. Et à ce sujet, je souhaiterais rappeler une recommandation de la CNUTSI, la recommandation 125 du guide législatif sur le droit de l'insolvabilité. Et cette recommandation prévoit que la nomination d'un représentant de l'insolvabilité chargé d'administrer une masse dont les actifs sont insuffisants pour financer les frais d'administration doit être prévue. Il faut établir un mécanisme de nomination et de rémunération dans ce cas. Il serait intéressant de se saisir de ce sujet. Alors, c'est certainement à travers des points de convergence que sont la formation, la déontologie et une assurance professionnelle obligatoire que l'on va arriver à créer un jour un statut européen commun. Mais si ces 3 points sont imposés aux États membres, on pourra finalement créer une confiance dans ce système. Je vous remercie. Merci Emmanuel de nous avoir donné cette vue d'ensemble si importante. Merci, c'est bon de savoir que... Enfin, je pense qu'il n'y a personne à part toi. Je pense que tu te préoccupes, tu es la seule à te préoccuper de ce sujet au niveau européen, un sujet si important à un niveau universitaire, et je t'en félicite. Nous avons des systèmes très différents en Allemagne, en France, et maintenant nous allons entendre comment se passe le système français. Ça va à peu près durer 2 heures. Et après, M. Malana va nous parler en 3 minutes de la manière dont ça fonctionne en Allemagne. Bonsoir à tous. Donc, je serai court. Mon challenge est de vous expliquer, en parlant doucement, le système français en 10 minutes. Alors, heureusement, beaucoup de praticiens en ont parlé ce matin. Pas en détail, mais au final, on a couvert pas mal de choses. Je vais donc me focaliser, si vous voulez bien, sur 4 questions. Qui sont les AJMJ, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires? Vous avez déjà une petite idée. Que permet ce système? Quelles sont les caractéristiques principales de ces AJMJ? Et quels sont les éventuels enseignements de ce retour d'expérience pour l'Union européenne dans le cadre de ce projet de directive? D'abord, les AJMJ, vous l'avez compris, c'est une approche maximaliste de la profession. Nous avons un statut qui est particulièrement fourni. Ce statut, je ne vais pas refaire l'histoire, a été hérité de notre particularité, notre autre particularité, l'existence des tribunaux de commerce, les commerçants qui jugent les commerçants, depuis le XVe siècle, c'est assez ancien, qui ont dû s'adjoindre les services de professionnels en qui ils ont dû avoir une confiance suffisante pour leur confier de manière régulière les dossiers. Cette évolution de la profession
a démarré, ça a été dit ce matin, je passe très vite, à partir des années 60, la création d'une profession unique, dédiée, qui a ensuite, en 1985, et là aussi c'est une originalité, été coupée en deux, les administrateurs judiciaires et mandataires, mais nous appartenons clairement à la même famille. Je crois que cette séparation des administrateurs et mandataires est difficilement duplicable et d'ailleurs assez difficilement compréhensible de l'extérieur. Elle est pourtant là pour protéger à maxima les conflits d'intérêts. L'idée de cette réforme de 85 était de dire que le professionnel devait se concentrer sur le sauvetage ou se concentrer sur la réalisation des actifs. Personnellement, je ne pense pas que ce système puisse être duplicable. Je crois que c'est plutôt un système qui a vocation à évoluer. En revanche, l'indépendance du professionnel dédié, à 100% dédié à cette activité, me semble, après 30 ans d'expérience en France, un peu plus de 30 ans même aujourd'hui, un système qu'il convient de considérer à la lueur de l'arrivée de cette directive. Globalement, que permet ce professionnel? En 6 points rapides. Le premier, le traitement de l'ensemble des difficultés de l'ensemble des agents économiques. On oublie parfois de dire que dans certains pays européens qui nous entourent, l'ensemble des entités économiques ne peuvent bénéficier d'un traitement et d'une liquidation, alors même que la directive nous dit clairement droit au rebond, droit à la discharge et droit à repartir. On a encore des pays en Europe qui ne traitent pas la petite entreprise, qui n'a pas les moyens de financer la procédure elle-même. Et là, effectivement, l'avantage du système français est de permettre le financement des impécunieux. Les professionnels interviennent aussi sur des dossiers sans actifs et permettent à l'ensemble de ces structures, agents économiques, de repartir après avoir bénéficié d'une discharge. Ensuite, une profession dédiée qui, forcément, ça a été dit, la met immédiatement à l'abri du conflit d'intérêts, sans avoir à démontrer qu'il n'y a pas de lien avec une banque, un débiteur. La profession est entièrement dédiée, et donc le conflit d'intérêts, par définition, n'existe pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelques problématiques, mais elles sont quand même vraiment à la marge. Troisième élément, les AGS. Beaucoup de pays européens bénéficient d'une garantie des salaires dans ce genre de circonstances. Elle fonctionne plus ou moins bien. Le chef d'orchestre, qui est la JMJ, est là aussi pour piloter l'intervention de ces AGS. Ça fait partie de son rôle, de son ADN, et ça fonctionne plutôt bien. C'est donc quelque chose d'intéressant. Dernier élément qui a déjà été rappelé ce matin, c'est l'expérience française en matière de prévention. On a démarré la prévention il y a plus de 30 ans, c'était dans les années 90. On n'a donc pas attendu la directive pour s'intéresser évidemment au droit au rebond et à la prévention. Et on a donc un retour d'expérience assez fort. Les chiffres étaient évoqués ce matin par notre président Frédéric Abitbol. Plus de 70% de réussite sur la partie prévention. Ce sont des chiffres qu'évidemment on ne retrouve nulle part lorsqu'on passe à la phase procédure collective traditionnelle. Clairement, et ça a été dit ce matin, l'anticipation et l'intervention d'un professionnel indépendant sont les clés du succès de cette prévention. Enfin, pour essayer de rester dans le temps imparti, on voit tous l'enchaînement des procédures, l'arrivée de cette prévention dans l'ensemble des pays européens maintenant, le traitement plus ou moins anticipé, plus ou moins judiciaire à la suite de cela. Notre expérience française, c'est qu'il ne faut pas se désintéresser de ces procédures de prévention. J'entends que nos collègues allemands les regardent pour l'instant avec un œil interrogateur, en se disant notamment, est-ce que c'est une profession différente de la nôtre? Est-ce que c'est une profession qui sera suffisamment rémunérée pour un travail assez différent du nôtre? L'expérience que nous avons est que le professionnel qui est susceptible de traiter les difficultés d'entreprise doit être là du début à la fin. Pourquoi? Parce que lorsque vous intervenez en prévention, vous devez pouvoir discuter avec l'ensemble des stakeholders de ce qui peut se passer. Et pour discuter de ce qui peut se passer, il faut le connaître. Ça veut donc dire que le professionnel qui est là au début doit être celui qui peut être là si
on ne trouve pas une transaction définitive dans le cadre de la prévention et si on doit imposer une solution de type liquidation derrière. Donc, importance d'une profession indépendante qui intervient sur l'ensemble de ces pans du droit que l'ensemble de nos pays connaissent aujourd'hui. Le pendant de cela, c'est des professionnels avec une assurance spécifique obligatoire, mutualisée, un contrôle extrêmement poussé en France, puisque la chancellerie participe aussi au contrôle de l'ensemble des professionnels, de manière systématique, tous les 3 ans. La gestion des fonds de tiers que nous réalisons sont audités par nos pairs et visés par la chancellerie. Donc un contrôle extrêmement strict et approfondi qui permet d'éviter bien des dérives. L'existence d'une commission nationale de discipline à laquelle participent les professionnels, mais pas seulement. Des hauts magistrats participent à cette commission et régulent la vie de ces intervenants, les installations, les ouvertures de bureaux, les radiations pour les confrères qui n'ont pas fonctionné correctement. Et cela aussi est un des éléments principaux, un des piliers de notre indépendance. Dernier élément, pour ne pas lister à l'après-vert toutes les problématiques que nous avons à gérer, l'ensemble des fonds détenus par les administrateurs et mandataires judiciaires sont placés en caisse des dépôts et consignations, qui est une banque semi-étatique, ce qui permet un contrôle des flux qui est extrêmement poussé et qui permet là aussi d'éviter un certain nombre de dérives. Vous l'avez compris, cette indépendance est indispensable. Elle va aussi avec la responsabilité du professionnel. Ça a été évoqué ce matin, les professionnels sont face à un nombre de responsabilités extrêmement élevé, puisque le professionnel endosse ses propres responsabilités et celles du chef d'entreprise. C'est le quotidien, mais il nous semble que c'est la contrepartie de cette indépendance et de ce métier dédié. En conclusion, pour faire simple, et avant que nous puissions échanger avec Heinz sur les enseignements éventuels à tirer du modèle français et de l'ensemble des modèles européens, il nous semble que c'est une occasion rêvée, cette directive, d'essayer d'avancer vers un statut du professionnel, de l'IP européen, qui ne se fera pas en un jour, mais il nous semble qu'avec la précédente directive harmonisant la prévention, il est absolument indispensable d'harmoniser en Europe le statut des professionnels, avec les points qui étaient évoqués ce matin, la formation à minima, la responsabilité, l'assurance et probablement d'autres éléments qui arriveront en cours de route. Voilà ce que je voulais vous dire pour le système français en 10 minutes. Je crois que j'ai fait 10 minutes. Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes impatients d'en savoir plus sur le système allemand. Petit instant, et je vais être à vous. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais remercier d'abord le VUD de m'avoir invité en tant que juge retraité, mais encore tout de même actif pour pouvoir participer. J'ai l'impression que je ne suis pas donc tout à fait oubliée, ça fait plaisir. Et en ce qui concerne ce sujet, j'ai aussi 20 ans d'expérience, donc je voudrais la partager avec vous. Lorsque je compare les deux systèmes, mais je vais passer au système allemand évidemment, je me rends compte qu'il y a des différences fondamentales. Le système français est très, très réglementé. Nous allons voir qu'en Allemagne, ce n'est pas tout à fait le cas, mais je voudrais malgré tout souligner un point. Je pense que le travail
des administrateurs judiciaires allemands est excellent et ils se tiennent en grande partie, pour la grande majorité, aux règles. Il n'y a pas de différence fondamentale entre les Allemands et les Français là-dessus, mais à la seule différence que nous n'avons pas de cadre de réglementation. Et voilà, je vais essayer de... J'en viens donc maintenant à l'Allemagne. La situation à l'Allemagne est en fait assez modeste. Il manque de mécanismes en ce qui concerne la nomination des administrateurs. C'est assez modeste. Et contrairement à la profession, donc les candidats exercent des fonctions d'administrateur qui leur sont confiées sur la base de critères définis pour assurer la qualité de leur travail. Contrairement à la profession de notaire ou d'autres professeurs libérales aux qualifications comparables, par exemple l'avocat, la profession d'administrateur judiciaire ne dispose pas de certificat de qualification spécifique réglementé par la loi, ni de dispositions relatives à l'organisation de la profession. Et le tribunal constitutionnel, donc le plus haut en Allemagne, a décidé il y a quelques années déjà que ce métier est pourtant un métier protégé, le métier d'administrateur judiciaire. Et donc, il ne faut pas oublier cela. Cette première constatation ne signifie pas pour autant que le code de l'insolvabilité ne contient pas de règles professionnelles pour les administrateurs judiciaires. Et donc, les articles 56 et suivants de la loi sur les administrateurs judiciaires attestent une certaine densité de réglementation. Donc. Alors, quelles sont les normes les centrales en Allemagne? Nous avons donc cet article 56. Et selon cet article, je vais essayer de le citer, l'administrateur d'insolvabilité doit être une personne physique appropriée au cas d'espèce, peu importe ce que ça veut dire. Et c'est là que nous avons la parallèle avec la France. Et en particulier une personne ayant une connaissance des affaires, mais indépendante des créanciers et du débiteur. Et donc c'est une personne physique. Ça a été donc décidé aussi par le tribunal constitutionnel, qui doit être choisie, et voilà ce que je vais vous expliquer maintenant, choisie parmi toutes les personnes disposées à assumer l'administration de l'insolvabilité. Donc, ça veut dire qu'il y a les tribunaux de l'insolvabilité tiennent des listes de présélection sur lesquelles sont inscrits tous les candidats et qui sont prêts à assumer l'administration de l'insolvabilité et qui sont généralement aptes à le faire. Alors ensuite, le juge compétent en matière d'insolvabilité désigne un administrateur judiciaire parmi ces personnes pour une procédure concrète. Et dans l'Institut, actuellement, il y a eu une décision récente de la Cour fédérale à Charlottenburg, à Berlin, donc la Cour fédérale d'insolvabilité la plus grande, avait donc fait une liste, mais ils ont fait une sorte de ranking. Et si une personne n'avait pas
Donc, une personne qui n'avait pas le nombre de points nécessaires s'est plaint au tribunal constitutionnel et le tribunal constitutionnel a décidé que cela n'était pas légal. Et donc, cela vous montre qu'il doit avoir une liste centrale de présélection. Et donc, un système sous forme un classement sous forme de système de points est illégal si la base de calcul ne repose pas sur des faits comparables partout. Et dans ce contexte, un groupe de travail a été créé en 2020 sous l'égide du Land de Berlin afin d'examiner les questions de mise en œuvre d'une liste de présélection des administrateurs judiciaires. Ce groupe se préoccupait donc de la question juste d'une liste centrale de présélection. Ce qu'on vient d'entendre par Jean, qu'il y a un organisme qui surveille les administrateurs judiciaires, ce n'est pas le thème de ce groupe de travail. Et le 28 septembre de l'année dernière, ce groupe a terminé ses travaux et a montré ses résultats, publié ses résultats, et il a conclu qu'une liste centrale de présélection gérée selon des critères uniformes groupés par Land, donc au niveau fédéral, devait être introduite. Le groupe de travail a en plus développé des critères d'inscription sur la liste de présélection et a proposé des conditions de délisting. Tout cela, ce qu'on vient de l'entendre dans la présentation par Emmanuel et aussi par Jean en ce qui concerne le système français. Donc, c'est très intéressant. Mais cela veut dire que les critères d'admission et que les points mentionnés, c'est-à-dire les qualifications que j'ai, on va dire, qu'ils ne doivent être qu'il n'y a pas de contrôle formel de cela, il n'y a pas d'examen, c'est juste des points qui sont abordés comme ça, mentionnés, mais ça n'est pas réglé par un examen. Et c'est cela que je trouve ça dommage, parce que j'ai entendu ce qui a été demandé des candidats, ou alors ce que les candidats ont prétendu parfois, mais alors qui n'était pas le cas. Alors je trouve que cela devrait être réglé par un examen, ou au moins, même si ce n'est pas un examen, au moins une vérification formelle. Et ce qui peut-être que j'ai oublié, je n'ai pas vu quelque chose, mais s'il y a une liste fédérale, donc il y aura peut-être 1200 personnes sur cette liste, peut-être qu'il y en a plus, je ne sais pas. À mon avis, le juge qui, selon la loi actuelle, peut choisir de manière libre qu'il n'ait pas le droit de prendre des personnes qui ne font pas partie de la liste, parce que c'est pas possible d'avoir une liste avec 1200 personnes dessus, et le juge, un juge du Sud de l'Allemagne, dise: voyez, moi je ne connais personne sur cette liste de 1200 personnes, mais j'ai un bon ami qui habite dans le coin et je voudrais bien lui demander à lui. Donc, en 2006 ou en 2008, j'étais à une conférence à Paris et voilà un administrateur qui vient me voir, qui me dit:
est-ce que tu pourrais t'imaginer faire la solvabilité d'Opel? Et je lui dis, mais selon formellement, Adam Opel. Donc elle va dire, qu'est-ce que j'ai à voir avec lui? Et, et c'était du forum shopping en Allemagne. Et je lui dis, mais pourquoi moi? Mais il dit, mais ça a des raisons précises. Mais la juge, elle veut quelqu'un avec trois administrateurs judiciaires. Elle veut engager 3 administrateurs judiciaires. Et donc, pour vous dire, c'était absurde. Je ne veux. C'est ce genre de situation, ce genre de forum shopping qui doit être complètement évité parce que ce n'est pas idéal. Parce que après, cela crée des rumeurs et cela ne mène pas à de bonnes choses. Et on va dire que la liste ne peut pas complètement éviter ce genre de situation, mais quand même un peu. Alors, quoi d'autre? Nous avons vu que depuis l'Estaroug, on l'a vu ce matin, la loi sur le cadre de stabilisation et de structuration des entreprises est entrée en vigueur le 1/1/2021. Et je trouve ça très bien que cette Staroug ait travaillé et maintenant il manquait des règles spécifiques pour l'application de la mise en œuvre d'assainissement dans les procédures d'insolvabilité. Maintenant, cette lacune a été comblée. Alors, en novembre dernier, les ministres de la Justice des Länder à Constance ont décidé de demander au ministre fédéral de la Justice de présenter un projet de loi sur la création d'une liste centrale de présélection des administrateurs judiciaires gérée par un service administratif et de tenir compte des résultats obtenus par ce groupe de travail. Et cela rejoint ce qui était dit aux articles 26 et 27. Dont nous avons déjà parlé. Et donc, c'est pour moi une bonne application de l'article 26 et 27. Mais nous ne sommes pas encore là. C'est donc quelque chose que je voudrais demander au ministre de la Justice des Länder. Donc, je voudrais pas... Ou plutôt, si je vois ce que les ministres de la Justice des Länder ont décidé de demander, je pense qu'ils se sont prononcés en faveur d'une petite solution. Je vous dirai plus tard ce que... C'est peut-être aussi par orgueil. Il y a 3 ans, je m'étais prononcée dans un magazine spécialisé pour la grande solution, mais personne ne m'a écouté. Mais bon, voilà, il faut vivre avec ça, peu importe. En tout cas, VID soutient la grande solution. Je vais vous expliquer ce qu'est cet autre point de vue. La VID a demandé au gouvernement fédéral de combler les lacunes
en matière de réglementation professionnelle et d'adapter les conditions de cette profession complexe aux normes européennes. Nous ne sommes pas si éloignés l'un de l'autre. La différence est que vous avez des règles bien écrites et nous ne les avons pas. Vous avez des... Voilà. Que dit notre nouveau ministre fédéral de la Justice? Il a dit récemment dans une interview, dans une revue spécialisée dans la solvabilité, que seule une petite solution pourrait être envisagée pour le droit professionnel des administrateurs judiciaires et cela permettrait de résoudre des problèmes abordés dans le débat. Cela permettrait un échange d'informations simple et fiable entre les tribunaux, entre les juridictions. Ce n'est pas si dur à atteindre. Et de formuler des critères d'inscription et de retrait d'un administrateur de la liste de présélection. Et globalement, d'améliorer la transparence du processus de sélection. Car je sais qu'il y a des représentants des créanciers en allemand, parce que souvent les représentants des créanciers allemands, on n'arrive pas à voir quelles sont les décisions, par quoi sont motivées les décisions des juges. Il n'y a pas d'explication. Le tribunal n'est pas obligé de justifier sa décision et la décision ne peut être contestée. C'est-à-dire qu'en tant qu'administrateur judiciaire, si quelqu'un veut faire partie de cette liste et s'il remplit tous les critères mais qu'il n'est quand même pas admis sur la liste, eh bien c'est tant pis pour lui. Et à l'avenir, ce serait différent si nous avons une liste avec 1500 personnes. J'imagine que ce sera le choix donc les juges auront le choix libre, mais quand même au sein de quelqu'un qui est de cette liste. Donc je trouve cette réserve du ministre fédéral de la Justice regrettable, car maintenant ce serait l'occasion de faire avancer un droit professionnel au niveau européen. Au sein de l'Union européenne, 22 des 27 États membres ont un droit professionnel différencié. Je devais parler normalement 6 minutes, excusez-moi, je parle encore 1 ou 2 minutes. Et si on se réfère aux recommandations de la Banque européenne de reconstruction et du développement, BERD, on constate à quel point la loi allemande ne réglemente pas la profession d'administrateur judiciaire. Il y avait des principes pour une effective professional and regulatory framework for insolvency office holders qui ont été publiés. Et cet organisme BERD a formulé des normes minimales pour la réglementation professionnelle des administrateurs d'insolvabilité. Je ne fais pas de publicité pour le FEID, mais je veux juste dire que vous êtes quand même un précurseur avec vos propositions.
la VID, il y a peu de temps, en février, a demandé des dispositions légales dans les domaines suivants. Je vais vous dire ce que ça pourrait être l'harmonisation européenne. La FEID demande une formation professionnelle basée sur des études universitaires et une activité pratique de 3 ans maximum auprès d'un professionnel agréé. Je trouve que ça, c'est une très très bonne chose. Des études universitaires ne font pas seules, des études universitaires ne font pas un bon administrateur judiciaire. Ça ne remplace pas le travail dans le bureau d'un administrateur judiciaire, un stage, quelque chose de pratique. Et je trouverais ça une très bonne chose. Ensuite, un examen d'admission à la fin de la formation professionnelle, comme si j'ai bien compris, c'est le cas en France et aussi peut-être en Grande-Bretagne. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire en Allemagne, mais quand même, ce serait souhaitable de partir dans cette direction ou d'avancer dans cette direction. Ensuite, une liste de présélection uniforme selon des critères uniformes. Pareil, je trouve que ce serait très raisonnable. Ensuite, une réglementation de la formation professionnelle qui s'appuie sur des principes professionnels et sur des principes que le VID a formulés. Ensuite, le droit de rémunération, mesdames et messieurs, c'est très important et cela devrait être réglementé par la loi parce que quand on fait du bon travail, on doit être bien rémunéré. Et en conséquence, cela devrait être dans la loi. Ensuite, des normes minimales en matière de formation continue. Car ça ne suffit pas d'avoir une fois un diplôme ou un examen et ensuite ne rien faire pendant 10 ans et sans faire aucune formation continue. Je trouve que la formation continue, c'est très important parce que cela donne l'occasion de rencontrer des collègues qui travaillent dans le même domaine, d'échanger avec ces collègues. Et ce matin, nous avons entendu que la communication en Hollande, par exemple entre les juges, dans le domaine de la restructuration, elle a lieu. Et ça, c'est très important. C'est vraiment une très bonne chose. Et pour moi, c'est ce qu'on devrait faire aussi en Allemagne. Il faut échanger des expériences, collaborer. Ensuite, les réglementations d'assurance professionnelle. Par exemple, à Cologne, nous avons toujours demandé qu'un administrateur judiciaire soit couvert au moins avec 2 ou 3 millions par son assurance, parce que on sait que les procédures d'insolvabilité peuvent être très donc peuvent valoir beaucoup et je pense qu'une fois une assurance a assuré jusque 100 millions mais pas plus 100 millions d'euros mais heureusement il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'incident et donc l'assurance n'a pas dû payer cette somme. Et aussi une surveillance professionnelle dépassant le cas concret. J'ai presque fini. Moi, c'était ça la grande solution. Mais le législateur ne veut pas cela et donc je vais devoir vivre avec ça. Mais c'était un peu 6 minutes plus 10, mais quand même, je vous remercie beaucoup de votre attention. Oui, alors merci, cher Heinz, pour ton plaidoyer motivé et engagé pour... Ah non, non, nous ne l'avons pas payé. Mais Heinz, on voit que tu es passionné.
c'est la passion du juge qui parle à travers toi, et je pense que tes collègues souhaiteraient également que les choses soient plus simples et que la qualité du métier donc soit honorée par ces normes et par cette réglementation. Et dans une situation d'insolvabilité, ce sont souvent des situations de stress important pour tout le monde, pour le personnel, les créanciers, les débiteurs. Et ce dont on a besoin, c'est une personne à qui on puisse faire confiance et qui garde son calme, qui est formé pour cela, qui est expert en sa matière, et qui soit donc, et l'État donc doit faire en sorte de poser les bases pour que cela soit possible. Donc, merci beaucoup. Après 3 fois 15 minutes de présentation, notre table ronde touche à sa fin. Et même si je voudrais vivement continuer à discuter, nous devons maintenant clore notre table ronde. Je vous remercie tous les trois